Alors si la nuit dernière a été un peu plus calme, la France vient de vivre 5 nuits de violences urbaines. C'est la mort du jeune Naël mardi, tué par un policier qui a embrasé les quartiers populaires. Pas d'état d'urgence, mais une cellule de crise. Des ministres priés de rester à Paris. Emmanuel Macron qui annule sa visite d'État en Allemagne qui devait avoir lieu ce dimanche. Tout est en suspens. Beaucoup de questions sur la gestion de la crise, sur l'après. On en parle avec mes invités que vous connaissez. Perrine Tarnaud, directrice de l'information à Public Sénat. Bonsoir. Bonsoir Estelle. À vos côtés, Richard Verly pour le site d'information suisse blick.ch. Lausanne Bonsoir. a été secouée par Effectivement, des violences il y a la similaires. fièvre en Suisse. Exactement, une sorte d'effet de contagion. Et bien sûr, Benjamin Morel, maître Bonjour. de conférence en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Merci à vous deux, à vous trois, pardon. Alors le fait marquant, c'est la nuit, donc je le disais, de la nuit, c'est l'attaque au domicile du maire de l'Haÿ-les-Roses, attaque à la voiture bélier, acte qualifié de tentative d'assassinat. On va voir que Elisabeth Borne s'est rendue sur place. Elle a rencontré donc le maire LR, donc Vincent Lebrun, qui lui n'était pas là, mais sa famille était là. Sa femme est blessée, ses enfants choqués. Ce n'est pas la première fois que des élus sont ainsi attaqués personnellement, mais on voit que lors de ces émeutes, ils ont été ciblés plusieurs fois, dont à ce domicile. Perrine Tarnaud, malheureusement, ça continue. Oui, ça continue, vous venez de le dire. Estelle, effectivement, on a eu dernièrement dans l'actualité l'exemple du maire de Saint-Brévin. Il y a 3 ans, le maire de Signes qui avait été tué. Il contrôlait un dépôt d'ordures comme ça. Donc effectivement, on a longtemps dit que les élus étaient à portée d'engueulade et maintenant ils sont à portée de violences physiques, non plus verbales mais physiques. Donc ils sont le réceptacle des tensions de la société française et on voit que ces tensions prennent des formes de plus en plus violentes et les élus ne sont pas épargnés en tant que symbole de la République française, en tant que symbole institutionnel. Oui, il y a beaucoup d'institutions d'ailleurs qui ont été ciblées là aussi, des mairies, mais pas seulement. Richard Verly, là aussi, pourquoi cette colère se concentre sur ces institutions? Et pas seulement, mais... Vous savez, vu de l'étranger, souvent on dit qu'en France, tout nous ramène à l'État. Tout d'une manière générale, très souvent quand vous interrogez les gens, ils ont tendance à dire c'est la faute de l'État ou on attend ci de l'État. Eh bien voilà, c'est vrai aussi dans la violence. Quand il y a une situation d'extrême urgence, quand il y a un soulèvement, on s'en prend au symbole de l'État, soit parce qu'on veut se venger de quelque chose, soit parce qu'on estime que l'État n'a pas fait son boulot. Dans tous les cas de figure, l'État étant au centre du jeu en France, évidemment quand il y a une crise et une crise violente, il se retrouve visé, y compris dans son incarnation par les élus, en sachant quand même, on verra ce que dit l'enquête, mais il est aussi possible quelquefois que des règlements de compte aient lieu au travers de nuits de violence comme ça. On va peut-être découvrir, je ne sais pas, que ce monsieur avait reçu des menaces antérieures et que quelqu'un a décidé de les mettre à exécution. L'enquête le démontrera. Oui, Vincent Lebrun d'ailleurs était le maire de l'Haÿ-les-Roses était aussi dans un reportage de France 2 la veille, donc est-ce qu'on ne sait pas encore? On verra, l'enquête le dira. La réponse de l'exécutif, on a vu donc refus d'état d'urgence. Il a fallu rester sur une ligne de crête. Benjamin Morel, c'est là où c'était compliqué pour Emmanuel Macron et son gouvernement. C'est compliqué parce qu'en réalité, on est face à des injonctions contradictoires pour le gouvernement. Il faut donner une réponse. Mais le problème, c'est que cette réponse, si elle va vers l'apaisement, elle est en grande partie inaudible. Et de l'autre côté, si elle va vers un durcissement, eh bien le problème, c'est qu'il faut que ce durcissement soit réellement efficace. Prenons l'état d'urgence. Juridiquement, l'état d'urgence n'apporte en fait pas grand-chose. Ça facilite les couvre-feux, ça facilite les interpellations. Mais aujourd'hui, pensez-vous vraiment qu'un couvre-feu renforcé au niveau national va empêcher les jeunes qui brûlent des magasins et des mairies de sortir? La réponse est non. Donc en réalité, est-ce que vraiment votre état d'urgence va mettre fin à la crise? La réponse est probablement non. Donc ce faisant, vous risquez au contraire de montrer cette fragilité, cette faiblesse de l'État. Or aujourd'hui, en effet, pour Emmanuel Macron, pour l'exécutif, il faut arriver à malgré tout incarner cette force de l'État, cette capacité à remettre de l'ordre. Et ça, évidemment, quand vous n'avez pas toutes les manettes, c'est pas facile. Alors, de nombreux élus républicains ont demandé cet état d'urgence. En revanche, Marine Le Pen ne l'a pas demandé. On va l'écouter, elle a pris la parole. J'apporte tout mon soutien à l'ensemble des forces de sécurité déployées pour faire cesser ces émeutes. De mon côté, j'appelle à la cessation des violences, soit par l'intervention spontanée, comme ces parents admirables de courage et de civisme qui vont chercher leurs enfants entraînés dans des folies destructrices, soit, dès que cela est nécessaire, par la force légitime de la loi et de la justice. Face à des hordes prises d'une rage destructrice, une rage sans limite, il n'y a pas d'autre solution immédiate que le retour à l'ordre républicain par le biais de couvre-feu sectoriel et si la situation devait perdurer ou s'aggraver par la déclaration de l'état d'urgence.
Donc voilà, prudence de Marine Le Pen qui semble être d'accord avec Emmanuel Macron. En fait, c'est toujours un peu la même stratégie, c'est-à-dire de rester quand même finalement assez neutre. Oui, mais si on se souvient, en 2005, déjà, Marine Le Pen avait attendu une bonne semaine avant d'appeler à l'état d'urgence en France lors des précédentes violences urbaines donc de 2005. Donc elle est un peu toujours sur cette même position qui correspond effectivement à son positionnement actuel, un peu tampon. On est loin de la surenchère à droite d'Éric Zemmour, mais même d'Éric Ciotti, qui a appelé quasiment dès le premier jour à l'instauration de couvre-feu, d'interdiction de rassemblement, donc à l'instauration de l'état d'urgence. Marine Le Pen, en revanche, n'a pas pu empêcher certains élus du Rassemblement national de prendre des positions assez fortes d'un point de vue identitaire, parlant de guerre de civilisation, de guerre raciale, de jeunes de banlieue qui veulent s'en prendre à la République française. Et est-ce que vous avez trouvé qu'effectivement la classe politique était à la hauteur de ce qui se passe en ce moment, ou est-ce qu'elle semblait un peu tétanisée et hésiter entre, finalement, je ne sais pas si on peut parler de camp, mais effectivement entre les deux? Benjamin Morel, Richard Verlier. Oui. Chacun, allez-y. Oui, je pense que la classe politique, très franchement, elle ne sait pas comment gérer ce type de situation. Parce que, quels que soient les partis confondus, il y a des partis qui ont une certaine responsabilité, disons, dans le fait d'attiser la colère, c'est évident, mais une fois que la colère s'exprime et qu'elle devient violence, qu'elle devient émeute, comment vous l'arrêtez? Aucun parti n'a la solution. Et les élus locaux ne l'ont certainement pas, puisque vous avez vu qu'ils sont visés. Donc je crois qu'il y a une sorte, maintenant que la balle est devenue non pas chaude, mais elle est devenue brûlante, on la repasse au gouvernement, on espère que le gouvernement va régler la situation, et le débat politique reprendra après. Et quand vous parlez de certains partis qui attisent la colère, on accuse aujourd'hui notamment Jean-Luc Mélenchon, qui a eu des déclarations qui ont semé en quelque sorte le trouble. On va l'écouter justement, parce que lui aussi, il a pris position sur ces émeutes. Jamais les insoumis n'ont été pour la violence. Et à chacun, et notamment aux plus jeunes, qui sont très nombreux aujourd'hui dans ces actions. Non, l'école est le temple le plus sacré que tu es, garçon ou fille. Il ne faut pas y toucher. La bibliothèque, le gymnase, tout ce qui est à nous tous, qui est notre bien commun. Voilà pour ce tout petit bout de cette intervention qui faisait 16 minutes. Benjamin Morel, on lui reproche de ne pas appeler au calme aussi vis-à-vis des élus, surtout des policiers. Bon, c'est peut-être pas surprenant, mais est-ce que c'est une erreur de communication, cette prise de parole? Aujourd'hui, il le fait beaucoup plus. Mais il y a deux temps dans cette crise, pour rebondir sur ce qui a été dit. Au début, chacun parle à son électorat. Quand vous parlez des sujets violence policière, pas violence policière, vous voyez que vous avez quelque chose qui, du point de vue des enquêtes d'opinion, est très polarisé. L'électorat de gauche pense qu'en effet, vous pouvez avoir une forme de racisme systémique et sectaire dans la police. L'électorat de droite, au contraire, arrive en soutien à la police. Et donc ça, dans les premiers jours de cette crise, vous avez des partis qui parlent à leurs électeurs. Le gouvernement est embêté parce qu'il faut qu'il gère réellement la crise et son électorat est clivé. Mais que ce soit pour la FI ou pour les partis de droite, chacun parle à son électorat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la situation a dégénéré. Et que des positions qui étaient des positions électoralistes les premiers jours deviennent aujourd'hui totalement intenables. Donc on a des partis politiques, et notamment la France Insoumise, qui tentent un rétropédalage en relative ordre dispersé. Et là, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, ici et chez vos confrères de LCI, apparaissent en effet beaucoup plus modérées. Donc on essaye, entre guillemets, au sein de la France Insoumise, de sauver ce qui peut l'être. Oui, surtout qu'au sein de la NUP, il y a beaucoup de contestations, à commencer par Boris Vallaud, qui exprime un désaccord profond avec ceux qui n'appellent pas au calme. Effectivement, cette crise, en tout cas ces violences urbaines de cette semaine, ont ravivé une vraie crise politique au sein de la NUPES, puisque Fabien Roussel pour le Parti communiste français, mais effectivement les élus socialistes ne sont pas du tout d'accord avec les positions de la France Insoumise. Et on vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon, il condamne que les attaques contre les écoles, les bibliothèques, enfin les lieux publics, mais absolument pas l'ensemble des violences. Donc pour l'instant, effectivement, il a fait une petite marche arrière, mais on est loin d'une condamnation quand même générale des pillages contre les magasins, etc. En plus, les socialistes sont d'autant plus embêtés qu'ils sont à l'origine de la fameuse loi de 2017 qui contient le fameux article sur le refus d'obtempérer. Donc là, effectivement, il y a une vraie ligne de fracture qui s'est instaurée au sein de la NUPES entre d'une part les socialistes, mais également les communistes et la France Insoumise. Emmanuel Macron qui s'exprime, qui fait un point sur la situation ce soir à 19h30. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ?
Emmanuel Macron, il est dans une position encore plus difficile que son gouvernement, parce que lui, vous connaissez son niveau d'impopularité, notamment d'impopularité dans toute une partie de la jeunesse, une jeunesse très clivée, qui ne l'aime pas et qui le dit. Il a été, il y a quelques jours à Marseille, prôner l'application, la mise en vigueur de son plan Marseille en grand, et vous voyez ce qui est arrivé à Marseille. C'est une ville qui, 3 jours après, s'est retrouvée elle aussi en proie au pillage. Donc je crois que pour Emmanuel Macron, il a besoin en ce moment plutôt d'être prudent, il doit être ferme et prudent, il a besoin de faire attention à ce qu'il dit aussi, parce qu'on sait que dans le passé, quelquefois, ces écarts de langage ont été redoutables. Donc à mon avis, c'est un Emmanuel Macron qui va, pour une fois, demander conseil et écouter son entourage, écouter Gérald Darmanin, écouter Elisabeth Borne. Je ne pense pas qu'il se lancera comme ça spontanément dans des initiatives. Le dossier est trop brûlant et il doit bien sentir que c'est très difficile à gérer. Et pour l'instant, est-ce que ce dossier est bien géré, selon vous, par l'exécutif ? Benjamin Morel. C'est un dossier qui n'est pas si mal géré au vu de la situation. Il faut voir que malgré tout, la capacité et les marges de manœuvre, les leviers pour l'État sont quand même assez limités. Encore une fois, appel au calme, mais qu'il entendra, et maintien de l'ordre. Mais évidemment, vous avez des possibilités dangereuses. Et de l'autre côté, les outils juridiques type état d'urgence ne servent pas à grand-chose. Et pour Emmanuel Macron, en ça, c'est pas forcément une mauvaise séquence. Là, on retrouve le capitaine dans le navire. On retrouve le chef d'État qui, dans la crise, arrive et va expliquer ce soir ce qu'il faut faire et qu'il y ait un pilote dans l'avion. Il affectionne ce type de choses. Il affectionne ce type d'allocution et il sait qu'il peut parier sur un mini effet drapeau à toutes les crises. Preuve en est, c'est que lors de la réforme des retraites, compliquée, il était toujours à l'étranger lors des grandes manifestations. Là, bizarrement, il ne sera pas à Berlin. Oui, il a décidé d'annuler sa venue. Oui, mais on peut parler quand même d'un vrai bilan gâché, enfin en tout cas d'une rencontre qui ne s'est pas faite entre Emmanuel Macron et les quartiers sensibles en France. On rappelle quand même qu'en 2016, il avait fait sa première déclaration de candidature à la présidentielle à Bobigny. Et donc c'est vrai que tout l'électorat jeune, et notamment les quartiers populaires, attendaient beaucoup de ce président de la République-là. Et puis il y a eu après tout le plan Borloo qui n'a pas abouti, 200 maires, 200 On lui reproche d'avoir exactement, qui s'était investi aux côtés de Jean-Louis Borloo pour faire ce grand plan qu'Emmanuel Macron a balayé d'un revers de la main, sans doute parce que Jean-Louis Borloo avait pris trop de place dans ce dispositif-là. On se rappelle de cette fameuse phrase « deux mâles blancs ne peuvent pas décider seuls pour l'ensemble des quartiers sensibles de la France ». Donc je pense qu'il y a quand même un rendez-vous pour l'instant qui est raté, qui est gâché entre Emmanuel Macron et ces quartiers sensibles, populaires, qui attendaient sans doute beaucoup d'un jeune président de la République. Et il y a l'image de la France qui est aussi ternie, et puis il y a quand même des déclarations comme celle du Haut Commissariat des Nations Unies qui a quand même aux droits de l'homme, qui demande à la France de s'attaquer aux problèmes de racisme et de discrimination parmi les forces de l'ordre, donc après la mort du jeune Naël. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a un vrai... comment on voit ça du point de vue de la Suisse ? Je crois que la Suisse, où comme vous l'avez dit, on a eu des émeutes nocturnes à Lausanne, ce qui n'est pas vraiment dans les habitudes. Non, je crois qu'il y a deux choses. D'une part, il est évident, si l'on regarde la France de l'étranger, qu'il y a un problème avec la police. Il y a un problème dans l'approche ces dernières années, qui a été une approche essentiellement répressive. On a donné plus de moyens, plus de latitude aux forces de l'ordre, et on voit bien, un, que ça n'améliore pas la situation dans les quartiers, deux, que ça engendre ce genre de situation. Par contre, ayons quand même la lucidité de dire que ce qui se passe depuis 5 jours dans d'autres pays et dans d'autres situations aurait pu amener beaucoup plus de morts, aurait pu amener des morts, ça aurait pu être beaucoup plus violent que ça ne l'a été. Là, c'est violent contre les propriétés, c'est violent parce qu'il y a ces pillages, mais aussi, disons-le, parce que la police, dans les premiers jours, s'est quand même tenue à l'écart. Moi, je l'ai vu, j'étais en pleine nuit à Montreuil, à Aubervilliers, il était évident que les policiers avaient pour consigne de ne pas trop intervenir. Donc, il ne s'agit pas de se féliciter, mais reconnaissons que dans cet épisode-là, pour l'instant, il n'y a tragiquement qu'un seul mort, c'est le jeune Naël. Dans d'autres situations, ça aurait pu dégénérer davantage. Effectivement, c'est l'inquiétude de l'exécutif. Ce qui surprend aussi, c'est la jeunesse de ces émeutiers. Et Emmanuel Macron a pointé du doigt la responsabilité des parents. Il n'est pas le seul, puisque le garde des Sceaux a fait de même. Mais on va écouter donc Emmanuel Macron, c'était vendredi. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux. Alors certains disent qu'il est déconnecté de la réalité, que souvent ce sont des familles monoparentales, qu'il est un peu trop tard aujourd'hui pour effectivement contrôler ces jeunes qui peuvent sortir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision ?
Surtout, on a vu aussi le garde des Sceaux appeler à des sanctions contre les parents qui laisseraient sortir leurs jeunes enfants, enfin leurs mineurs, leurs ados mineurs dans la rue pour participer à ces violences urbaines. Mais on peut se demander quelle est également exactement la marge de manœuvre de l'exécutif et donc du pouvoir judiciaire et du pouvoir policier pour pouvoir aller interpeller ces parents qui auraient laissé leurs mineurs dans la rue et qui n'auraient pas exercé leur autorité parentale correctement. Oui, le problème des sanctions, le problème des amendes, c'est impossible à régler pour l'heure. Je vais vous donner quand même un seul exemple. Je reviens du tribunal de Nanterre, d'une après-midi de comparution immédiate. Pendant les 3 heures où j'y étais dans le public, il n'y avait pas un seul père de famille. Il y avait des prévenus, bien sûr, dans le box. Il y avait des femmes, des mères, des sœurs, des copines. Pas un seul père de famille. Donc il y a bel et bien un problème. Un problème, mais comment le régler? Ça, c'est encore une question qui reste posée. Avec une vraie politique en faveur des familles monoparentales et peut-être aussi des mères de famille. C'est sans doute une politique qui manque aujourd'hui en France. Et au niveau de l'éducation aussi. C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que l'autorité, elle peut être évidemment posée par les familles, mais sauf à rentrer dans une logique totalitaire, on ne va pas rentrer dans les familles. Donc l'autorité, elle est posée à l'école. Or, aujourd'hui, il y a un vrai problème. On est dans une perspective où, en effet, on met plus de moyens dans les écoles qui vont être les écoles de ces quartiers, mais vous avez des enseignants qui, bien souvent, se plaignent de ne pas être soutenus par leur inspecteur, de ne pas être soutenus par la hiérarchie, avec une nouvelle stratégie qui a d'ailleurs été mise en place par Emmanuel Macron, toute la perspective de l'autonomie des établissements, etc. C'est très bien, sauf que du coup, vous avez des chefs d'établissement et des enseignants qui se retrouvent avec leur projet d'établissement face à des familles et face à des élèves, sans derrière, le ministère qui tient derrière. Et ça crée des fragilités aujourd'hui. Vous avez toute une partie des enseignants qui considèrent que, mieux vaut ne pas faire de vagues, mieux vaut justement ne pas trop exercer d'autorité, parce que c'est beaucoup plus de problèmes sans solution, voire même parfois des sanctions. Je vois que Perrine veut réagir. Oui, non, mais il faut aussi rappeler un chiffre. Peut-être que dans les quartiers prioritaires, la part des élèves qui sortent du système scolaire, c'est-à-dire sans diplôme du lycée, du collège ou du bac, est de l'ordre de 50%. Donc vous avez quand même un fort taux, un très important taux de jeunes qui se retrouvent en fait finalement livrés à eux-mêmes dans la rue, sans diplôme, sans études supérieures. Et donc ça aussi, c'est un véritable problème. Alors, est-ce à dire qu'il faut lancer des chantiers? Est-ce qu'on a le temps, au vu de ce qui se passe maintenant, pour lancer des chantiers sur l'éducation, sur une politique de la ville aussi, avec des endroits qui sont peut-être parfois mal desservis? On en est là, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? On serait assez tenté de dire que la France a un peu la spécialité des chantiers. Oui. Et que malheureusement, rappelez-vous, 2005, 2023, regardez, il y a eu le chantier de la banlieue, des volontés de mettre en place de grands programmes, et on voit que ça n'a pas tout résolu, loin s'en faut. Moi, je ne crois pas que c'est des chantiers. Et ce qu'il faut, c'est qu'au jour le jour, il faut que l'État au sens, les services publics, les services du public, pour le public, reprennent pied, que le respect revienne, qu'il y ait aussi de l'autorité, mais que tout ça se fasse en concertation étroite, en maillage avec la population. Or, la difficulté, c'est que ces quartiers sont des quartiers éclatés. Par ailleurs, vous avez des quartiers qui, aujourd'hui, pour certains, échappent plus que d'autres aux services publics, et c'est très compliqué. Voilà, très compliqué. Nul doute qu'on va y revenir la semaine prochaine dans un dimanche en politique. Merci beaucoup à vous trois d'être venus. Le temps file et on va voir comment cette 6e nuit va se dérouler. Je rappelle que 45 000 gendarmes et policiers sont encore une fois mobilisés dans toute la France.